Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo concerne le premier chapitre de module programmation orientée objet avec Java, sur laquelle on va voir les notions de base, principalement la base qui est partagée entre tous les langages, notamment le langage C, C++. Donc on va voir pas mal de choses. D'abord, on va voir la préparation de votre environnement de travail et la compilation d'interprétation au niveau de Java. Donc Java c'est un langage qui est orienté objet. Il n'est pas seulement un langage qui est orienté objet, mais on dit que c'est un langage qui est purement orienté objet. C'est-à-dire, tout passe par une classe. Différemment au langage C++, donc le C++ est un langage orienté objet, mais en C++, on peut travailler avec la partie procédurale, c'est-à-dire la même chose que le langage C, comme on peut travailler avec la partie orientée objet. On a le choix. Donc c'est ça parmi les puissants de langage C++. Par contre, en Java, non. On doit passer par des classes. Même la méthode, plutôt la fonction main, doit être créée dans une classe. Donc, Java est un langage purement orienté objet. Aussi, Java est un langage semi-compilé. Différemment du langage C++ ou bien C, c'est un langage qui est compilé, c'est-à-dire on va compiler tout le programme, on va lire tout le programme, on le convertit vers un exécutable qui sera par la suite interprété par votre système d'exploitation. Donc pour cela, on dit que c'est un langage qui est de bas niveau parce que l'exécutable est très proche de système d'exploitation. Par contre, Java, c'est un langage semi-compilé. Il y a deux étapes. Il y a l'étape de la compilation vers un fichier qui s'appelle bytecode. Après, le bytecode sera interprété par le système d'exploitation afin qu'il soit compréhensible qu'il soit exécuté. Pour cela, on a besoin de ce qu'on appelle d'une machine virtuelle. Il y a une étape de plus qui a été ajoutée. Au lieu de la compilation directement à l'exécution, on a la compilation, l'interprétation après l'exécution. Pour cela, on dit que Java est un langage de haut niveau. C'est bien. Donc en Java, tous les fichiers ont l'extension .java. Les fichiers ont l'extension .java. Donc, une fois on va compiler ce fichier .java, on aura un autre fichier qui s'appelle bytecode, qui est l'extension .class. Ce bytecode est compréhensible par n'importe quel système d'exploitation. C'est-à-dire, si je crée je compile un fichier Java sous Windows, j'aurai ma fichier .class, le bytecode, je le prends, je fais l'interprétation sur Linux, ça fonctionne. Pour cela, on dit Java c'est un langage portable, permet de créer des logiciels portables. Il peut s'exécuter sur n'importe quel environnement d'exécution ou bien n'importe quel système d'exploitation, soit Windows, soit Linux. Pour bien comprendre, on va voir ce schéma-là. Donc, on a le code source, c'est notre travail, créer code source, c'est fichier .java. Après l'étape de la compilation, par le JVM, Virtual Machine, on aura le bytecode. Le bytecode, c'est un fichier qui a .class. Ce bytecode, il peut être interprété par il soit interprété par la machine virtuelle. Il soit compréhensible par n'importe quel système d'exploitation. C'est le bytecode qui permet d'assurer, et la machine virtuelle qui permet d'assurer la portabilité de votre programme. Donc pour cela, il faut remarquer que le code source est très loin du système d'exploitation grâce à l'ajout de la machine virtuelle. Pour cela, Java est un langage de haut niveau. Donc, quelques définitions que vous devez savoir. Donc, tout d'abord, on a parlé de JVM. C'est quoi JVM? Donc, c'est une machine virtuelle. C'est elle qui s'occupe de pas mal de choses. On va le voir par la suite. Maintenant, elle permet de s'occuper de la compilation et l'interprétation. Elle aussi, elle permet d'assurer la portabilité de votre programme. Donc, il y a le JDK, Java Development Kit. Ce sont les packages ou bien la bibliothèque. Lorsque vous allez utiliser le Java, vous allez trouver qu'il y a des classes qui sont déjà prédéfinies. Donc, il faut installer le JDK pour avoir la bibliothèque. Et aussi, il faut installer GRE, Java Runtime Environment. C'est le JVM. C'est lui qui permet de créer le JVM. Donc, il faut savoir que le GRE inclut JDK. Donc, il suffit par la suite d'installer seulement GRE. Si vous installez le GRE, il va installer automatiquement le JDK, et aussi c'est lui qui va s'occuper de la création de la machine virtuelle. C'est bien, donc la première chose, il faut installer le GRE. Automatiquement, il inclut le JDK, et c'est lui qui permet d'assurer, assurer la création de la machine virtuelle.
Pour le IDE, l'environnement de travail, donc principalement il existe plusieurs, il y a Eclipse, NetBeans, d'autres. Moi principalement je préfère travailler avec Eclipse. Donc pour l'installation de l'environnement de travail IDE, Integrated Development Environment, donc on consulte le site officiel eclipse.org, donc download. Après, voilà, vous choisissez votre architecture, choisissez la première. Après, téléchargement. Il faut attendre que ce soit terminé ici. Donc, une fois installé, vous aurez une fenêtre comme ça. Vous choisissez de installer Eclipse IDE. Attention de faire la deuxième. Donc, la deuxième concerne la programmation web avec Java, le J2E. Directement, vous faites installer. Il faut savoir que vous devez être connecté à Internet. Vous acceptez, parce que vous n'avez pas le choix d'ailleurs. Et vous attendrez la fin de l'installation. Une fois lancé, vous allez voir cette première fenêtre ici où vous pouvez stocker vos projets. Donc vous pouvez changer ici le lieu de stockage ou bien le laisser par défaut. Ce sera user, votre document je pense, Eclipse Workspace. Et vous aurez une fenêtre comme ça. Voilà votre Eclipse. Tout d'abord, pour créer votre projet, il faut créer un projet Java. Donc vous allez faire File, New, Java Project. Voilà le GRE. Votre GRE, c'est la version Java Standard Edition 2022. Vous ne changez rien. Vous donnez un nom à votre projet. Par exemple, Qt JIS3, par exemple. C'est bien. Si vous trouvez que ce create model-info.java couché, il faut la découcher. Vous faites finish directement. Voilà mon dossier. Voilà le GRE. Le source, c'est un dossier à l'intérieur de votre dossier, donc qui contient les fichiers classes. Donc je vais créer une nouvelle classe. Donc clic droit, nouvelle classe. Donc on va créer la fonction main. Donc pour créer la fonction main, on a dit que Java est un langage purement orienté objet. Pour cela, il faut créer une classe qui contient la méthode statique main. Donc, main class. Ça, c'est le choix, c'est facultatif. C'est pas facultatif, pardon, mais c'est à votre choix. C'est votre choix de choisir le nom que vous voulez. Après, au lieu de créer moi-même la méthode statique, il suffit de cocher celle-là. Elle va être ajoutée d'une façon automatique. Donc, public static void main string args. Finish. Donc voilà. Il faut savoir que la méthode statique, il faut l'écrire toujours comme ça. Il ne faut rien changer. Public static void main string crochet args. Voilà, on va faire notre premier code. On va notamment afficher hello world. Donc system.out.print println entre double quote hello world. Toujours point virgule comme langage C. Chaque instruction doit terminer par point virgule. Donc pour l'exécution, il faut voir la partie console. Donc pour exécuter, c'est la flèche ici. Et voilà, hello world. J'espère que cette première partie de préparation d'environnement est claire. Vous allez trouver tout ça dans le cours en détail. Maintenant, quelles sont les variables que je peux déclarer sous ce Java? Donc, différemment au C, donc le Java est très riche au niveau des variables. Donc, comme langage C, on commence par le type, le nom de la variable et optionnellement la valeur. Donc, il existe pas mal de valeurs. Il y a la valeur boolean qui possède deux types de valeurs, soit true, soit false. Il y a le byte, char pour les caractères, short pour les entiers codés sur 16 bits, 2 octets, int pour les entiers codés sur 4 octets, long pour les entiers codés sur 8 octets, float pour les réels codés sur 4 octets, et double pour les réels codés sur 8 octets. Principalement, nous on va utiliser boolean, char, int, double.
et la classe string. Ce sont les variables les plus utilisées. Ok. Donc voilà exemple de déclaration des variables. Donc un boolean var qui possède la valeur true, un byte qui possède la valeur 10, un char qui possède le caractère h, var qui est int qui possède la valeur en entier, un double. Donc on affiche avec system.out.println, on fait la chaîne de caractères plus la variable. Ici le plus c'est la concaténation. Donc j'explique. Donc je peux faire la concaténation d'une chaîne de caractères avec une valeur, plus une autre concaténation avec une autre chaîne de caractères. Donc il va afficher hello world, la valeur 1 d'UTS. Donc c'est très simple. Pour la concaténation des chaînes de caractères et les variables, il suffit de faire plus pour faire de la concaténation. Je passe. Donc, différemment aussi au langage Java, au langage C, pardon, le Java est très exigeant au niveau de typage. Donc, il ne peut pas accepter, par exemple, int height égale 5.5. Ça, c'est une erreur. Par contre, en C++, il va l'interpréter et il va stocker dans A la partie entière. Il va le faire de façon explicite. Mais en Java, non. Tout doit passer par des façons implicites, donc par le casting. On peut faire un casting ici. Le casting, ça veut dire qu'il va faire un cast, il va changement de type vers un entier. À ce moment-là, ça passe. System out.println. Donc on va afficher A. Voilà. Il va prendre la partie entière. Voilà. Donc il faut faire attention. On ne peut pas faire, par exemple, comme ça. 1. Et je dis que ce A là, c'est un caractère que A sera transféré en entier. Ça veut dire que la valeur de A, c'est 1. Non, la valeur de A, c'est autre chose. C'est 49, je pense bien. Voilà. C'est le code ASCII de ce caractère. Donc, pour changer un caractère vers un nombre, on doit passer par une autre méthode. Donc, les variables finales. On a parlé sur les variables ordinaires, maintenant les variables finales. Donc, les variables finales en Java jouent le rôle des variables constantes en C. Tout d'abord, on donne la définition c'est quoi une variable constante. Une variable constante, deux choses. C'est une variable qui doit être initialisée lors de la déclaration. La deuxième chose, qu'on ne peut pas changer sa valeur après l'initialisation. Par contre, la variable finale, pour moi, c'est une version améliorée des variables constantes. Il joue le rôle des variables constantes, mais pas forcément de la même façon. Une variable finale, c'est des variables que je peux déclarer, soit avec initialisation, ou bien sans initialisation, mais une fois initialisée, elle ne change pas de valeur. C'est-à-dire, en langage C, pour les variables constantes, donc l'initialisation, c'est lors de la compilation, c'est-à-dire le codeur, c'est lui qui doit spécifier la valeur de la variable. Par contre, en Java, on a les deux cas. Si je spécifie la valeur dès le début, lors de la déclaration, là, c'est au niveau de la compilation. Par contre, si je crée la valeur finale sans initialisation, après, je donne le droit, après, à l'utilisateur de choisir la valeur, c'est ça la position de finale, l'utilisateur peut initialiser une variable finale. À ce moment-là, on parle de l'initialisation lors de l'exécution. Donc, je répète, une variable finale, c'est une variable qu'on peut les déclarer sans initialisation. Et une fois initialisée, je ne change pas de valeur. C'est-à-dire là, je donne le droit à l'utilisateur de choisir la valeur constante. Donc, exemple, on va voir. Donc on commence par le mot final. Int A. Là, je déclare une valeur finale sans initialisation. Après, je peux l'initialiser. Maintenant, une fois initialisée, je n'ai pas le droit de la changer. Par exemple, A est égal à 2. C'est une erreur. Vous remarquez, c'est une erreur. Ou bien, je peux la créer lors de la initialiser lors de la déclaration. Après, si je souhaite la changer, donc il va me déclarer une erreur. Donc, j'ai dit que variable finale, il a plus d'avantages que les variables constantes.
Donc, soit je spécifie la valeur de l'ordre de la déclaration au niveau de code source, ou bien je donne l'ordre d'exécution utilisateur de saisir la valeur. Comme on va le voir dans cet exemple, j'ai déclaré une variable finale int a. Après, je demande à l'utilisateur de saisir un entier. Ces deux lignes-là, tout simplement, ils demandent à l'utilisateur de saisir une valeur. Donc, a est égal, next int, on va voir ça en détail par la suite, mais pour le moment, il faut juste comprendre que ces deux lignes-là permettent de demander à l'utilisateur de saisir une valeur via le clavier. Donc, a ici va recevoir la valeur saisie par l'utilisateur dans le clavier. Après la variable, ce sera par exemple l'utilisateur a saisi 15, c'est 15. Là maintenant, la valeur finale, une fois pour toutes pour A, c'est 15. Je n'ai pas le droit de la changer par la suite. J'espère que c'est clair. Voilà. Si je vais essayer de la changer par la suite, donc il va déclencher une erreur. Les opérations que tu trouves au niveau de Java, il y a la somme, plus pour la somme, le moins pour la soustraction, pas d'exclamation pour un booléen, c'est la négation. Le casting, on l'a déjà vu, ça c'est le casting. Il y a pré-incrémentation, post-incrémentation, pré-désacrémentation, post-désacrémentation. J'explique. Supposons que j'ai une variable i est égale à 1. C'est quoi la différence entre i plus bien plus i. Donc, pour plus i, on a deux opérations. I++, c'est-à-dire post-incrémentation, c'est-à-dire je vais travailler avec la valeur de i dans un premier temps. Juste après, je vais faire i est égal i plus 1. Donc, je commence par i en premier. Après, j'accrémente i en deuxième. Par contre, plus i, c'est pré-incrémentation. Donc, premièrement, j'accrémente i. J'exécute i est égal i plus 1. Après, je travaille avec la valeur de i. Et c'est le même principe pour i moins moins et moins moins. C'est le même principe. Donc, si vous avez déjà utilisé ça en langage C, ça c'est très utile parfois dans les boucles. Donc, bien sûr, étoile pour la multiplication, slash pour la division, le pourcentage pour le reste de la division. La somme. Et si la somme, s'il s'agit d'un string, chaîne de caractères avec string, on parle de la concaténation. Ou bien string, une valeur, ou bien une valeur et string, toujours de la concaténation. Et je vous montre une astuce. Donc, je déclare une variable string, par exemple str, est égal à une chaîne vide. On peut faire str est égal à une chaîne vide, 1 plus une chaîne vide. Donc, une astuce en Java, n'importe quelle variable concaténée avec une chaîne de caractères, tout ça devient une chaîne de caractères. Rappelez-vous, donc n'importe quelle variable, plus je parle des variables primitives, donc le double, les float, bytes, char, ainsi de suite, les longs, short, plus une chaîne de caractères vide, tout ça devient une chaîne de caractères. C'est une façon pour convertir n'importe quelle variable primitive une chaîne de caractères. Il suffit de faire plus comme ça. Donc on peut afficher str. Voilà, 1. Chaîne de caractères. Inversement, si on a une chaîne de caractères qui contient un nombre, on veut le convertir vers, par exemple, un entier, on doit passer par des choses un petit peu avancées. On va le voir dans le chapitre suivant. Pour les opérations binaires, c'est le décalage à bits. Décalage à bits, j'explique. Exemple 7, décalé vers la droite par 2 bits. Donc 7 en binaire, c'est quoi? C'est 1, 1, 1. Décalé par 2 bits vers la droite. C'est-à-dire je vais supprimer
2 bits. Le résultat, ce sera 1 en binaire est égal à 1 en décimal. Le résultat ici, c'est 1. Donc je décale vers la droite. Tout simplement, on revient à supprimer le nombre de bits ici. Donc ici, j'ai 2 bits, je vais supprimer 2 bits. Inversement, 7, je vais faire un nombre un petit peu inférieur. Je vais faire 3 décalé par 2 bits. Donc, c'est 1 décalé vers la gauche par 2 bits. Donc, ça revient à ajouter 2 zéros ici. Donc, ça sera 1, 1, 0, 0. Donc, ça, en binaire, est égal, donc, 1, 2, 4, 8. Ça sera 12 en décimal. Donc ça est égal à 12. J'espère que c'est clair. Donc inférieur est égal, supérieur est égal. Donc toujours je retourne un booléen pour tester est-ce qu'une valeur inférieure à l'autre, ou supérieure à l'autre. Instance of, on va le voir au niveau de l'orienté objet, pour savoir est-ce qu'un objet est une instance d'une classe. On va voir ça en détail dans le chapitre suivant. Pour double égal, pour tester l'égalité, est-ce qu'une valeur est égale à une autre? Toujours je retourne un booléen. Puis le booléen accepte deux valeurs, soit true, soit false. Ou bien la négation, est-ce qu'une valeur est différente d'une autre? Toujours je retourne un booléen, true ou bien false. Toujours les opérations binaires, il y a le et commercial, il y a l'OXOR, ou bien le ou exclusif, ou bien le ou. Donc c'est simple. Donc supposons que on fait 3 et 2. Comment on va calculer? Donc le 3, ça sera 1, 1. Pour le 2, 1, 0. On fait un et binaire. Donc c'est la multiplication. Donc 1 et 0, c'est 0. 1 et 1, c'est 1. Donc cela est égal à 2. Pour le ou, 3 ou 2. Donc 1, 1 ou 1, 0. Donc 1 ou 0, c'est 1. 1 et 1, c'est 1. Donc cela est égal à 3. Pour le exclusif, 3 ou bien 2. Donc on a 1, 1, 0. Exclusif. Donc pour le exclusif, un rappel sur le ou exclusif. Donc soit l'un des deux doit être vrai et pas les deux. Donc l'un des deux doit être vrai et pas les deux. Donc 1 ou 0, 1 ou bien 0, bien sûr, c'est 1. 1 ou bien 1, les deux sont vrais, donc c'est une erreur. Seulement l'un des deux qui doit être correct. Donc cela est égal à 1. Ça c'est égal à 3. En binaire est égal à 2. Ça, base binaire est égal à 3. C'est là, en binaire, donc est égal à 1. Donc voilà rapidement les exécutions. Donc le double et commercial, c'est la vérité. Le et logique. Et le double pipe, c'est le ou logique. Le point d'exclamation de point explique, c'est simple. Donc A supérieur à P. Point d'exclamation. Donc si A supérieur à P, on a deux instructions ici. L'instruction 1 et l'instruction 2. Donc là, c'est ça la forme générale. Donc ici, on a une vérité. Donc est-ce que A supérieur à P ou bien supérieur est égal? Donc ce que vous voulez. Cela doit être booléen. Point d'exclamation. Si cette vérité est correcte,
Si c'est vrai, vrai, on va exécuter l'instruction 1. Si c'est faux, on va exécuter l'instruction 2, tout simplement. Je répète, si cette vérité est vraie, on va exécuter la première instruction. Si cette vérité est fausse, on va exécuter la deuxième instruction. On va voir ça dans le contrôle structurel. Donc, bien sûr, l'égalité pour l'assignement, pour l'affectation, on utilise l'égalité. Ça, c'est basique. Pour ce qui est de contrôle conditionnel, donc cette partie concerne de l'exécution de code source en se basant sur une condition, c'est-à-dire l'exécution des instructions en se basant sur est-ce que les conditions est vraie ou bien non. Donc, pour faire cela, if condition, on exécute le premier bloc. Si la condition est correcte, on exécute le bloc. Sinon, si la condition n'est pas correcte, on exécute le bloc 2. C'est le même principe que celle-là. Donc ici, celle-là, on peut faire comme ça. If A supérieur à P, on va exécuter l'instruction 1. Else, on va exécuter l'instruction 2. Ça, c'est équivalent. Équivalent à celle-là. C'est A supérieur à P, donc on va exécuter l'instruction 1. Donc c'est A supérieur à P, on va exécuter l'instruction 1. Donc c'est condition vraie. Else, ça veut dire si là n'est pas vérifié, on va exécuter l'instruction 2. Tout simplement. Par exemple, on demande dans un exercice d'écrire un programme qui détermine si un nombre est pair ou bien impair. Donc je déclare un entier A est égal à 15. Donc ici je vais tester. Est-ce que le reste de la division de A par 2 est égal à 0? Si oui, donc A est impair. Sinon, donc else, A est impair. Donc ici j'ai 15, donc le reste de la division de 15 par 2, c'est différent de 0, donc c'est 1. Donc cette condition sera fausse. Donc automatiquement on va exécuter le else, donc A est impair. On peut utiliser le multi-choix, choix multiple, avec switch. Donc le switch concerne seulement les variables numériques. Donc variable, je donne une variable ici. Après, ça dépend des cas. Si variable est égale à 1, voilà ce qu'on va exécuter. Si c'est égal à 2, voilà ce qu'on va exécuter. Ainsi de suite. Si les cas ne sont pas vérifiés, à ce moment-là, par défaut, il va exécuter le bloc N. Il faut faire attention que pour chaque cas, on doit terminer par break. Sinon, il va pas sortir et il va continuer l'exécution. Donc, on va voir les exemples. Donc, on va voir cet exemple. Donc, on a int A qui est égal à 5. Switch A, on a le cas 1, c'est-à-dire est-ce que A est égal à 1? Si oui, on va afficher que A inférieur à 5. Break. Sinon, si A est égal à 5, on va afficher que A est égal à 5. Si les deux ne sont pas vérifiés, ni le cas 1 ni le cas 2, donc par défaut, on va afficher que A est supérieur à 5. Donc dans notre cas, on a A est égal à 5, donc on va est égal par 1, il va passer vers le 5, il va afficher A est égal à 5, après break, il va sortir, il va afficher seulement 5. Pour le A est égal à 8, donc il est égal par 1, il est égal par 5, donc par défaut, il va exécuter supérieur à 5. Voilà, supérieur à 5. Donc on va voir l'exemple où on va oublier de mettre break. Qu'est-ce qui se passe? Supposons pour le 1, on a enlevé le break. Bien sûr, le A est égal à 1, donc on va exécuter le premier cas. Donc, système pour Atlan A inférieur à 5. Il va afficher A inférieur à 5, mais il va continuer l'exécution du reste de code. Il va afficher A est égal à 5, A supérieur à 5. Il ne va pas sortir. On voit ici l'importance de break. Donc, on prend le deuxième exemple, si A est égal à 5. Donc, pour la première, n'est pas vérifié, il ne va pas entrer ici. Il va vérifier la deuxième. Donc, pour le A est égal à 5, il va vérifier la deuxième. Il va trouver que c'est correct. Donc, A est égal à 5. Il va afficher A est égal à 5. Et après, il va continuer l'exécution A supérieur à 5.
Donc, il faut jamais oublier faire break. C'est bien. Et toujours default en dernier. Si aucun cas n'est vérifié, donc le default sera exécuté par défaut, automatiquement. Donc, les boucles, ce sont des instructions qui permettent éviter d'écrire le code plusieurs fois. C'est pénible. Par exemple, si je vous demande d'afficher bonjour 1000 fois, vous n'allez pas écrire system.out.println bonjour 1000 fois. Il faut un mécanisme plus innovant, plus simple pour faire cela. C'est ça le rôle de boucle. Donc, la boucle, c'est quelque chose qui tourne suivant une condition. Donc, tant que la condition est correcte, tant que la boucle tourne. Donc, on a trois types de boucles. La première, c'est while. Donc, le syntaxe général de la boucle, c'est while condition, un bloc de construction, un bloc des instructions. Donc, ici, tant que la condition est correcte, on va exécuter le code de la boucle. Donc, quand la boucle while va s'arrêter, c'est seulement si la condition devient fausse. Ok, donc je répète. Donc, while va exécuter le bloc tant que la condition est vraie. Une fois la condition devient fausse, à ce moment-là, on va sortir de la boucle while. Je passe un exemple, par exemple, écrire un programme qui calcule la somme suivante. 1 jusqu'à plus 2, plus 3 jusqu'à plus 100. Donc ici, j'ai une variable 1 est égale à 100, une variable somme qui est égale à 0, où je vais regrouper les sommes. Un compteur, c'est le moteur qui va faire tourner la boucle. Donc i est égal à 1. Donc while i inférieur est égal à n, tant que i inférieur est égal à n, je vais faire somme est égal, somme plus égal. Donc pour le somme plus égal, je l'explique rapidement. Donc plus égal, c'est équivalent. Donc ig par exemple, c'est équivalent i est égal i plus j. Même principe pour moins est égal à j, c'est équivalent i est égal i moins j. Donc ça c'est valable pour la somme, la soustraction, pour la multiplication, la division, le modulo. Donc en général, i opération égale j, c'est équivalent i est égal à i opération j. Ou l'opération, c'est ça. Donc c'est bien. Donc tant qu'il est inférieur à n, je fais la somme est égale à 100 plus i. Après j'incrémente i. Donc si le boucle tourne combien de fois, il va tourner 100 fois. Une fois i est égal à 101, donc 101 inférieur est égal à n, une condition fausse parce que n est égal à 100, il va sortir de la boucle. Après il va afficher que la somme de n c'est la somme. Deuxième boucle, c'est do while. Donc do while, on commence à exécuter un bloc. Après, on va tester est-ce que la condition est vraie. Si la condition est vraie, on va revenir vers le bloc. Donc, il faut faire attention de ne pas oublier le point virgule ici. While condition, on termine avec point virgule. Donc, c'est quoi la différence entre la boucle while et la boucle do while? Donc, la boucle while, on teste la condition, après on exécute. La boucle do while, on va exécuter, après on va tester. La différence ici, c'est de la première itération. Si dans la première itération, la condition est fausse dès le début. Donc pour la boucle while, il y aura 0 exécution. Mais pour la boucle do while, il y aura une seule exécution. Donc c'est ça la différence entre la boucle while et do while, c'est dans la première itération, si la condition est fausse. Mais c'est toujours le même principe. Tant que la condition est vraie, on va refaire le corps de la boucle. Donc, principalement, la boucle while et do while, on utilise en général lorsqu'on ne connaît pas le nombre d'itérations. Le nombre d'itérations est lié à la condition. Mais si on sait le nombre d'itérations, à ce moment-là, on passe à une autre boucle qui s'appelle la boucle for. Donc ici, c'est le même exercice en utilisant do while. C'est le même principe. Donc, do, la somme i est égale, plus égale i et plus, tant que i inférieur à n. On aura toujours le même résultat, 5050.
Donc, si on connaît le nombre d'itérations, à ce moment-là, on va passer par la boucle for. La boucle for, comment ça fonctionne? La boucle for, on divise en 3 parties. Ici, initialisation. On initialise un compteur par la valeur ce que vous voulez. Alors moi, ici, je fais par exemple 0. Ici, c'est la condition d'arrêt. C'est là que je contrôle le nombre d'itérations. Par exemple, de 0 jusqu'à 100, strictement, il y a 100 itérations. Ici, l'accrémentation. Avec quoi je vais accrémenter le compteur après chaque itération. Après, entre les accolades, c'est le code. Okay. Donc, on commence tout d'abord à exécuter i est égal à 0. Après, on va tester est-ce que i vraiment inférieur à 100. Si oui, on va exécuter le corps de la boucle. Une fois exécuté le corps de la boucle, on va passer vers l'étape de l'accrémentation. Une fois on accrémente, on revient vers le test. Et vous remarquez ici que il tourne en boucle. Il tourne en boucle. Celle-là sera exécutée seulement la première fois. Mais le boucle tourne ici. À un certain moment, i va avoir la valeur 101. On va tester est-ce que 101 inférieur strictement à 100, c'est faux. Après, on sort de la boucle. J'espère que c'est clair. Donc, le même principe, par exemple ici, je connais le nombre d'itérations, je connais il y a 100 itérations. Je commence par for int i est égal à 100. J'explique ça après, un petit peu maintenant. J'explique ça après. Et inférieur à n et plus. Donc, on sait pour créer la boucle for, je suis obligé de déclarer le compteur à l'extérieur de la boucle for. La nouveauté en Java, je peux créer le compteur à l'intérieur de la boucle for. Ici, je peux faire int ici. Mais à condition, une fois la boucle est terminée, le i ne sera plus reconnu parce que i c'est une variable locale à la boucle for. Il est reconnu seulement entre cette accolade et cette accolade, reconnu seulement ici. Par contre, si je déclare à l'extérieur, à ce moment-là, il sera reconnu vers le reste de programme. Donc, int i à l'intérieur de la boucle, ici, il est une variable qui est locale seulement à la boucle. C'est ça la différence. Mais je peux le faire en Java. En C, on ne peut pas le faire. En C++, on peut le faire. Donc, l'instruction break et l'instruction continue. Donc, on voit cet exemple pour bien comprendre. Donc, le break, une fois le break exécuté dans une boucle, ça sera on sort directement de la boucle. On ne continue pas l'exécution de la boucle. On sort et on va continuer le reste de code. Par exemple, ici, on a n est égal à 7, for i est égal à 0, et i est égal à 1 et inférieur à n et plus. Donc, on affiche i. Mais lorsqu'on a i est égal à 5, on va sortir de la boucle. Donc, on va afficher 1, 2, 3, 4 sans problème. 5, c'est une condition qui est vraie, break. On sort de la boucle. On affiche la fin de la boucle. On affiche seulement 1, 2, 3, 4. Par contre, continue, non. Continue ne permet pas de sortir de la boucle et on fait de passer à l'itération suivante. On ignore le reste de la boucle, le corps de la boucle, et le reste, tout ce qui est après continue à l'intérieur de la boucle, on va l'ignorer, on passe directement vers l'incrémentation. Donc ici, je vais afficher 1, condition fausse, je vais afficher 1, afficher 2, 3, 4, le 5, on a dit continue, j'ignore le reste de code et je dois aller directement vers l'incrémentation. Donc on ne va pas afficher 5, mais je vais continuer quand même l'exécution. 6, 7, 8, donc 8 strictement inférieur ou égal à 7, c'est faux, je sors de la boucle. Donc break et sort directement de la boucle, continue, on va ignorer le reste de code de la boucle et je passe directement vers l'incrémentation. Le même principe de break en continu pour les boucles, la boucle for ou bien la boucle de while ou bien while, c'est le même principe.
Donc c'est le même principe pour les boucles.